Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien également, hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler directement dans le chat de la discussion. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Vincent Debloc. Ce soir, je suis accompagné de Nadia Kaminski et nous serons donc vos animateurs pour la soirée. Nous intervenons en fait ce soir dans le cadre des semaines de l'éco-rénov. Donc, c'est un événement qui a été mis en place par la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine pour promouvoir en fait la rénovation énergétique de l'habitation. Le lancement de ces semaines de l'éco-rénov, ça a eu lieu samedi dernier à Houille. Vous étiez peut-être présent. Il y a une conférence qui a été tenue par ma collègue Nadège Chiffroy. Voilà, donc peut-être que certains parmi vous y ont assisté. Et donc, le webinaire de ce soir s'intitule « Rénover une maison chauffée au gaz ». Alors, vous l'avez peut-être vu précédemment là sur la slide, mais voici un petit peu les petites règles finalement logistiques sur le déroulé de ce webinaire. Donc, vos micros, ils sont désactivés le temps de la conférence. Par contre, vous pouvez poser vraiment toutes vos questions directement sur le vif. Il y a une rubrique qui est dédiée pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser comme ça. Ma collègue pourra y répondre au fur et à mesure de la conférence. À l'issue de la conférence, il y aura également un petit temps d'échange tout à la fin pour qu'on puisse à nouveau, si vous avez des remarques ou des questions, vous pourrez également les donner à cette période-là et on pourra également rouvrir les micros. Sachez également que le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay si vous souhaitez revisionner certaines parties. Voilà, ici, il sera enregistré, donc vous pourrez le revisionner. Et donc là, on sera ensemble jusqu'à environ aux alentours de 21h30. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement présenter l'association à laquelle nous appartenons, donc à savoir l'association Énergie Solidaire. Donc à l'origine, Énergie Solidaire, c'est une association qui a été créée par deux étudiants en 1998, donc deux étudiants de Triel-sur-Seine, et à la base, c'était pour des projets d'électrification solaire au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, l'association, elle approche de ses 25 ans et on est 16 salariés à la composer. On porte plusieurs dispositifs au sein de cette association que je vais vous présenter juste après, mais notre cœur de métier, c'est bien l'accompagnement à la rénovation énergétique avec une spécialisation éco-construction et un pôle qui est lui plutôt orienté pour la lutte contre la précarité énergétique, donc avec notamment le SLIM, les chantiers solidaires, mais vous allez voir, je vais y revenir juste après. Et donc voilà, on est une association finalement qui est en constante évolution, hein. Durant ces 25 ans, l'association elle a bien évolué, toujours en recherche d'innovation finalement pour être toujours dans une démarche d'amélioration continue. Voici un petit peu notre territoire d'action. Nous, ça correspond globalement, on le voit en vert, hein, mais c'est le nord des Yvelines. Donc c'est un territoire qui représente à peu près 800 000 habitants. Notre siège social, il est situé à Carrières-sous-Poissy. Vous êtes peut-être déjà venu dans nos locaux, hein, et à Carrières-sous-Poissy, on retrouve notamment la Matériothèque. La Matériothèque, c'est un showroom en fait de 300 mètres carrés qui est vraiment dédié à l'éco-construction et qui va présenter des maquettes finalement à échelle réelle, des maquettes de mise en œuvre de travaux de rénovation, comme par exemple de l'isolation, du vitrage, etc. C'est un espace en fait qui est ouvert au public, sur rendez-vous, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter si ça vous intéresse de venir faire un tour dans les lieux si jamais vous n'êtes pas déjà venu. Alors, comme je vous disais, notre association, elle porte différents dispositifs que je vais justement vous présenter en démarrant par le réseau France Rénov'. Alors, vous avez peut-être connu ce dispositif sous un autre nom comme Espace Info Énergie ou Espace Fer. Ça a évolué un petit peu au fil des années, mais le service, lui, reste le même. Et en fait, depuis 2002, c'est un dispositif qui s'occupe de conseiller le grand public et en fait les particuliers sur leurs travaux de rénovation énergétique. Donc, comment trouver des artisans, les aspects techniques, les aspects aide financière, etc. Donc, moi-même, je suis par exemple conseiller France Rénov'. Et il s'agit vraiment d'un dispositif gratuit, neutre et indépendant. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des artisans, on n'a rien à vous vendre. On est là justement pour être un tiers de confiance dans vos projets de rénovation pour vous permettre que ça se passe finalement du mieux possible. Donc ça, c'est le réseau France Rénov'. On a également un dispositif CEP, donc CEP pour Conseil en énergie partagée. C'est aussi un dispositif d'accompagnement finalement à la transition énergétique, à la rénovation énergétique, mais qui est plutôt, lui, à destination des collectivités, et plus précisément des communes de moins de 10 000 habitants. Donc ça, c'est aussi un de nos pôles d'activité. Le SLIM, alors le SLIM, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est un dispositif qui propose, lui, un accompagnement plutôt socio-technique, en fait, qui va être spécifique pour des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Et le dispositif SLIM, à l'heure actuelle, il opère uniquement sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Donc, ce n'est pas exactement tout le territoire du Nord-Yvelines, c'est le territoire donc, de la communauté urbaine. Et donc, c'est notre troisième dispositif. Et enfin,
Je l'ai également évoqué tout à l'heure, mais on a les chantiers solidaires. Donc les chantiers solidaires, l'objectif de ce dispositif-là, c'est de faire réaliser cette fois des travaux de rénovation chez des ménages qui sont également en situation de précarité énergétique et qui n'ont pas les moyens de faire réaliser ces travaux eux-mêmes. Et donc les travaux sont faits par des bénévoles, mais sont bien sûr encadrés toujours par un professionnel. Donc voici un petit peu un tour d'horizon des dispositifs que l'on porte au sein de notre association. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, on est une association qui est également en constante évolution, en quête un petit peu de renouveau. Et en fait, en plus de ces 4 dispositifs, on opère tout un tas d'animations finalement tout au long de l'année sur tout le territoire du nord des Yvelines. Et donc, c'est des animations qui sont assez variées, assez diverses. Je vais en présenter quelques-unes, hein. Bien sûr, l'idée, c'est pas que je fasse un listing complet, mais c'est pour montrer un petit peu la variété que l'on retrouve au sein de l'association. Donc là, par exemple, on a des exemples d'animation plutôt pédagogiques, plutôt familiales, comme le défi presque zéro déchet ou alors le défi énergie. Le défi énergie, d'ailleurs, je vous ferai une petite présentation ultérieurement pour vous détailler un petit peu plus ce que c'est. Ensuite, on a également un pôle d'innovation, cette fois plutôt innovant. C'est notamment toutes nos animations dérivées des escape games. Donc, c'est un format un peu plus moderne, un peu plus ludique. Mais bien sûr, le thème derrière, c'est toujours le climat, l'énergie, la rénovation. Bien sûr, ça reste notre cœur de métier, mais sous un format vraiment différent, un petit peu plus ludique. Enfin, on a également des animations cette fois plutôt techniques, c'est-à-dire, vous avez peut-être d'ailleurs déjà participé, mais on organise des balades thermiques. Donc des balades thermiques, j'y reviendrai un petit peu en fin de conférence pour vous présenter un petit peu plus en détail ce que c'est, mais l'idée c'est de pouvoir observer à la caméra thermique des déperditions que l'on peut avoir au sein d'un logement, ou encore le concours Maison Économe. Le concours Maison Économe, lui, c'est pour récompenser plutôt des particuliers qui ont fait des travaux de rénovation énergétique. Donc finalement, on a tout un panel d'animations auxquelles vous avez peut-être déjà participé ou alors auxquelles vous allez pouvoir participer parce que notamment les semaines de l'éco-rénov qui sont organisées, qui ont démarré samedi dernier, ça met en avant aussi ce type d'animation, mais j'y reviendrai en fin de conférence pour le programme. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de notre association. Donc, on va pouvoir maintenant finalement démarrer ce webinaire avec, dans un premier temps, un rappel contextuel en fait pour ceux notamment qui n'étaient pas forcément là samedi dernier à la conférence de lancement. Ça va permettre de remettre un peu le contexte sur les raisons qui peuvent pousser à vouloir faire de la rénovation énergétique. Et donc, ce contexte, finalement, on le connaît, hein, il est double finalement, il est aussi bien environnemental qu'économique, voire même géopolitique finalement. En effet, le contexte géopolitique actuellement, on en entend parler tous les jours, c'est notamment la guerre en Ukraine qui pose beaucoup de questions sur les approvisionnements en énergie, notamment le gaz, le fuel. En fait, la guerre en Ukraine, elle a montré concrètement les conséquences d'une pénurie d'énergie fossile finalement. Par contre, ce n'est pas non plus la cause principale, hein. C'est vraiment, ça a démontré les conséquences, mais la guerre en Ukraine n'est pas la cause principale d'une pénurie d'énergie. Et donc, en parallèle de ce contexte géopolitique qui est tendu, on a également un contexte environnemental assez marqué, hein, avec un dérèglement climatique de plus en plus présent. Et donc, ça va être vraiment là notre cœur de cible, finalement. C'est-à-dire la lutte contre le dérèglement climatique en diminuant notamment nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça va faire la transition avec ma slide suivante, justement. Qu'est-ce que c'est déjà, dans un premier temps, l'effet de serre ? En fait, l'objectif de cette slide-là, ça va être justement de mettre les bons mots au bon endroit, finalement. C'est vraiment primordial de bien appréhender ce qu'est l'effet de serre pour pouvoir aussi derrière comprendre le dérèglement climatique. L'effet de serre, déjà, première chose, c'est que c'est un phénomène complètement naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention humaine, hein, ce n'est pas l'homme qui a créé l'effet de serre. Donc, qu'est-ce que c'est finalement concrètement ? On a une représentation schématique ici, mais le Soleil, il envoie un rayonnement en direction de la Terre. Ce rayonnement, il y a une partie qui va traverser notre atmosphère et qui va donc atteindre le sol. La Terre, elle va absorber ce rayonnement, et une fois qu'elle l'aura absorbé, elle va se réchauffer. Et en fait, la Terre, en se réchauffant, elle va émettre à son tour un rayonnement. On le voit ici en rouge. En fait, c'est un rayonnement, c'est pas le même type de rayonnement que le Soleil, mais c'est un rayonnement infrarouge, mais il faut comprendre que la Terre, elle émet quand même un rayonnement qui, cette fois, se dirige en direction de l'espace. Et en fait, l'effet de serre, où est-ce que ça va opérer ? Ça va opérer juste ici, en fait. Dans l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle des gaz à effet de serre.
Et ces gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capter le rayonnement qui est émis par la Terre. Ils vont le capter, ils vont le retenir dans l'atmosphère finalement. Et ce faisant, ils vont contribuer à ce que notre environnement se réchauffe. Et donc, grâce à l'effet de serre, l'effet de serre a permis de maintenir une température moyenne sur Terre de 15 degrés. À l'heure actuelle, voilà, c'est la moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. Et c'est grâce à l'effet de serre qu'on a cette température. Il faut savoir que si dans l'atmosphère, on ne trouvait aucun gaz à effet de serre et qu'en quelque sorte, l'effet de serre n'existait pas, il ferait moins 18 degrés en moyenne sur Terre. Donc ça, c'est une température qui vraiment aurait empêché tout développement de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que sans effet de serre, l'homme ne pourrait tout simplement pas vivre. Donc là, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que l'effet de serre en soi, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est plutôt l'intensification de l'effet de serre, parce que l'activité humaine, qui est représentée notamment là sur la partie droite du schéma, elle émet énormément de gaz à effet de serre. Donc finalement, on rajoute constamment des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et donc plus il y a de gaz à effet de serre, plus on va capter le rayonnement émis par la Terre, et donc petit à petit, l'environnement se réchauffe. Donc en soi, ce n'est pas l'effet de serre à la base le problème, c'est plutôt l'intensification de l'effet de serre. Et donc, notre activité humaine, pourquoi elle émet des gaz à effet de serre? Parce qu'elle repose principalement sur la combustion d'énergie fossile, énergie comme le pétrole, le charbon, le gaz. Ça, c'est le trio principal d'énergie fossile. Et ces énergies-là, quand on les brûle, en fait, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, souvent, gaz à effet de serre, on entend parler de CO2, de dioxyde de carbone. C'est le gaz à effet de serre le plus courant. Ce n'est pas le seul, hein, par contre. Il faut bien comprendre qu'il y en a d'autres, comme le méthane, par exemple, ou le protoxyde d'azote. Mais souvent, on parle en CO2 parce que c'est le plus courant, donc ça permet un petit peu de pouvoir comparer les choses ensemble. C'est plus simple de parler en CO2. Et donc, l'accumulation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça provoque une augmentation de la température moyenne sur Terre. Et actuellement, la tendance, elle est à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Et ça fait justement la transition avec la petite slide d'après. En fait, là, ce qu'on voit sur ce graphique, déjà, c'est un graphique qui est issu d'un rapport du GIEC. Donc, le GIEC, c'est pour Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est en fait un groupe international qui est chargé notamment de la rédaction de rapports sur la situation climatique, les causes, les conséquences, les solutions, etc. C'est un gros travail qui est réalisé là-dessus. Donc, ce graphique, il est extrait d'un de leurs rapports. Et ce qu'on voit, c'est globalement, il y a deux courbes en fait qui se dessinent. C'est les courbes de variation de la température moyenne sur Terre. En bleu, on a l'absence d'influence humaine, donc sans influence humaine, alors que la courbe rouge qui monte, elle, c'est plutôt avec influence humaine. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que sans influence humaine, globalement, les variations, elles tendent à rester autour de 0, donc la température reste constante finalement, tandis qu'avec influence humaine, là, on a une courbe qui monte. Et c'est cette courbe qui monte, ce que je vous disais juste avant, c'est elle se dirige vers un plus 4 degrés à l'horizon 2100. Alors, plus 4 degrés, on peut se dire, finalement, il y a au fil des années, il y a toujours eu des variations de température. Effectivement, hein, depuis finalement la création de la Terre, hein, il y a toujours eu des alternances entre ère glaciaire et ère interglaciaire. Donc, il y a toujours eu des variations de température. Ça, c'est tout à fait vrai. L'idée, c'est que ces variations de température, elles se faisaient sur des échelles de temps beaucoup plus grandes, à l'échelle de plutôt 10-15 000 ans, ce qui permettait à la Terre de s'adapter à ces changements de température. On imagine bien, il y a 15-20 000 ans, la Terre, elle ne ressemble pas du tout à celle qu'on connaît aujourd'hui. Là, le problème, c'est que le plus 4 degrés qu'on s'apprête à vivre, lui, il va se faire globalement en une centaine d'années. Et donc, c'est cette échelle de temps réduite qui est plutôt problématique pour finalement nos capacités d'adaptation face à tous ces changements, tous ces dérèglements climatiques. Ça va être un petit peu ça la problématique. Donc, l'idée, c'est de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre? C'est la combustion d'énergie fossile. Alors, la slide d'après, elle est là pour un petit peu vous montrer globalement le mix énergétique français, pour qu'on ait aussi un petit état des lieux de nos consommations d'énergie en France, en sachant que ce graphique, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il ne reflète pas forcément la tendance mondiale. Il faut savoir qu'en France, le cumul
pétrole, charbon et gaz, ça représente un petit peu moins de la moitié de nos consommations, alors qu'à échelle mondiale, ces trois énergies fossiles, elles représentent pratiquement 85 à 90% de toutes nos consommations. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu le mix énergétique français. Et il est particulier dans le sens où on a un parc nucléaire qui est très important. Alors, le nucléaire, bien sûr, fait beaucoup de débats, hein, ça soulève beaucoup de questions. Là, si on parle émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire, pour produire de l'électricité, ça émet très peu de gaz à effet de serre. Par contre, là, effectivement, ça pose d'autres débats, notamment la gestion des déchets et le risque finalement des centrales. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de débats, mais là, si on parle vraiment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être le trio pétrole, charbon et gaz qui est très émetteur. Et donc, ça représente quand même pratiquement la moitié de nos consommations. Donc, c'est aussi pour dire qu'on a une bonne marge de manœuvre pour diminuer ces consommations-là. Et si on va un petit peu plus loin, toujours en France, hein, mais si on essaie de découper secteur par secteur, quels sont ceux qui consomment le plus, là on voit un graphique au fil des années avec différentes couleurs. En fait, chaque couleur représente un secteur d'activité. Ce qu'on voit, c'est que la couleur bleue, c'est le principal consommateur d'énergie en France, et donc c'est le résidentiel et le tertiaire. Donc globalement, tous les bâtiments, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, parce que justement, on va parler de rénovation de logements. Donc le résidentiel en tête de file devant le secteur des transports, puis de l'industrie. Et donc, si je creuse encore un petit peu plus loin, si on rentre à l'intérieur d'un logement, globalement, quel poste d'énergie, quel poste de consommation est le plus important dans un logement? C'est le chauffage. Alors, c'est une moyenne, hein, mais on arrive quand même intuitivement à réaliser que c'est effectivement le chauffage, hein, qui est source de beaucoup de consommation dans le logement. Cela dit, il y a un poste de consommation qui prend aussi de plus en plus d'ampleur au fil des années, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est déjà l'électricité spécifique? En fait, c'est de l'électricité qui est utilisée par tous les équipements type éclairage, multimédia, électroménager. En fait, tous les équipements qui, globalement, ne peuvent pas fonctionner avec autre chose que de l'électricité. Je prends un exemple. Si chez vous, vous avez un ballon d'eau chaude électrique, ce ne sera pas considéré comme de l'électricité spécifique, ça ira bien dans la catégorie eau chaude sanitaire, c'est vraiment pour distinguer. Si vous avez du chauffage électrique, donc là, a priori, ce n'est pas le cas, hein. Si vous êtes tous là ce soir, c'est que vous avez globalement, normalement, tous du chauffage au gaz, mais si vous aviez du chauffage tout électrique, on considérerait ça dans la partie chauffage. Et donc, la partie électricité spécifique, elle prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, notamment parce que voilà, on est dans l'ère un petit peu du tout connecté, du tout électrique, on accumule de plus en plus d'appareils. Donc, c'est vrai que ce poste-là, il a tendance à prendre de l'ampleur. Et donc, il faut aussi ne pas le négliger. Mais c'est vrai que le chauffage reste quand même la première source de consommation. Et en termes de budget, si on le voit là sur cette slide-là, c'est aussi un budget qui est assez important chaque année, hein, qui est consacré à l'énergie. Et encore là, ça c'est une moyenne, mais finalement, avec le contexte très récent d'augmentation du prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, c'est quand même une moyenne qui sera plus élevée que ça, si on la prenait vraiment aujourd'hui. Mais ça montre que finalement, rénover son logement, ça va avoir ce double intérêt, c'est-à-dire à la fois de baisser son impact environnemental, mais aussi de pouvoir diminuer ses factures mensuelles et annuelles. Donc voilà un petit peu, c'était simplement pour remettre un petit contexte là autour de la rénovation, comprendre pourquoi on chercherait à rénover son logement. C'était simplement une petite remise en contexte. Et donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser à explorer les différentes solutions que l'on peut mettre en œuvre. Et donc, pour ça, je vais beaucoup utiliser ce schéma qui représente la démarche Négawatt. Alors, Négawatt étant le nom d'une association que vous connaissez peut-être, hein, mais c'est une association qui a élaboré en fait un scénario de transition énergétique finalement, fondé sur une utilisation beaucoup plus raisonnée de l'énergie, hein, beaucoup plus qu'actuellement. Et cette démarche, elle se fait en 3 étapes. Donc, une étape de sobriété, une étape d'efficacité et une étape de renouvelable. Donc, je vais détailler un petit peu plus ce que c'est. Globalement, la sobriété, ce qu'on peut lire, c'est prioriser les besoins, les services énergétiques essentiels. Donc, en fait, tout est dans le mot essentiel. On va chercher à garder que ce qui est primordial. On va chercher à éliminer le superflu. L'idée, c'est que, pour vous donner un petit exemple, baisser une température de consigne, par exemple, si chez vous, votre thermostat était réglé à 22 degrés, si vous le baissez à 19, c'est une action de sobriété. Vous avez éliminé une consommation superflue pour ne garder que l'essentiel.
Ensuite, efficacité. Efficacité, ce qu'on voit, c'est réduire la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire des besoins. Donc en fait, une fois qu'on a gardé l'essentiel, ce qu'on veut, c'est consommer le moins d'énergie pour répondre à ces besoins essentiels. Et donc ça va être ça, chercher de l'efficacité. Et donc à nouveau, pour vous donner un exemple, procéder à une isolation d'un logement, c'est une action d'efficacité. Parce qu'en fait, si votre logement il est isolé, vous aurez besoin de moins d'énergie pour maintenir, si on reprend l'exemple, mais maintenir une température de 19 degrés. Donc l'isolation, c'est une action d'efficacité. Et dans un dernier temps, on parle du renouvelable. Donc là, c'est plutôt se poser la question, quel est le système qui m'apporte de l'énergie pour répondre à mes besoins essentiels que j'ai conservés. Donc là, c'est de se dire, si j'ai un système qui consomme de l'énergie fossile, comme par exemple là, on est sur une thématique gaz ce soir, donc le gaz est une énergie fossile, est-ce que je ne peux pas me tourner vers un autre système qui consomme plutôt une énergie renouvelable? Donc là, ça pourrait être par exemple des systèmes solaires thermiques, des systèmes de chaudière à granulés. L'idée, c'est qu'on cherche à remplacer un système qui consomme de l'énergie fossile. Mais ce qui est très important dans cette démarche, ce qu'il faut comprendre, c'est que les étapes, elles se déroulent dans un ordre précis, c'est-à-dire c'est d'abord la sobriété, puis l'efficacité, puis le renouvelable, et pas l'inverse. Alors, pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Je vais tout simplement vous prendre un exemple, et puis on va comprendre pourquoi ce serait problématique. Donc, point de départ, on va imaginer votre logement, vous êtes dans une maison type années 70, qui globalement, les murs n'ont vraiment aucune isolation. La toiture, il y a eu une petite couche de laine de verre, mais au bout de 30-40 ans, ça s'est quand même tassé, ça s'est quand même abîmé. Vous avez une chaudière au gaz, on va prendre l'exemple, une vieille chaudière au gaz, et votre thermostat, il est réglé sur 22 degrés. OK. Imaginons, vous commencez par l'étape du renouvelable, c'est-à-dire, vous changez votre chaudière gaz, vous la faites remplacer et vous installez une chaudière à granulés, une chaudière à bois à la place. OK. Vous appelez un artisan, l'artisan va vous dire très bien, moi je vais vous dimensionner l'appareil qu'il vous faut pour répondre à vos besoins et je vous l'installe. OK. Bon, vous réglez la facture, il vous installe l'appareil, très bien. Ensuite, vous vous dites, finalement, mon logement, il n'est pas isolé. Dans les murs, il n'y a rien. Dans la toiture, c'est très abîmé. On va retravailler ça. Donc là, vous appelez, pareil, une entreprise d'isolation. Vous leur dites, écoutez, je voudrais isoler mes murs, ma toiture, etc. Pas de problème. Ils viennent chez vous, ils regardent tout ça, ils vous font un devis, vous signez, vous faites les travaux, tout va bien. Votre logement, il est devenu bien isolé intégralement. OK. Et ensuite, finalement, vous vous posez la question, tiens, on a un thermostat, mais il est réglé sur 22. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Est-ce qu'on a vraiment besoin de 22? Ou est-ce qu'on peut pas plutôt mettre un pull finalement parce qu'on est en hiver et puis on va plutôt régler le thermostat sur 19? OK, vous faites ça, très bien. Alors, c'est quoi le problème si on a procédé dans cet ordre-là? C'est que finalement, le problème, ça se situe beaucoup sur la partie du renouvelable. En fait, votre système de chauffage que vous avez acheté au début, il ne répond plus du tout à vos nouveaux besoins. Parce qu'en fait, le logement, c'est plus du tout le même que lorsque vous avez fait installer votre chaudière à granulés. Parce qu'entre-temps, vous l'avez isolé, donc ça a fortement diminué les besoins énergétiques. Et en plus de ça, vous avez carrément diminué la consigne de température. Donc, le système de chauffage, il est ce qu'on appelle surdimensionné. Ça veut dire il est trop gros pour votre logement. Et ça peut être problématique parce que non seulement vous avez dépensé plus d'argent alors que vous auriez finalement eu besoin d'une chaudière plus petite. Et l'autre problème, c'est que votre chaudière à granulés, elle risque de fonctionner en sous-régime. En sur-régime, pardon, non, en sous-régime, pardon, je vais m'y retrouver. L'idée, c'est que elle va pas être adaptée à votre besoin. Donc ça, c'est problématique aussi pour son fonctionnement et sa durée de vie. Donc c'est vraiment dans la logique, il faut d'abord chercher à vraiment y aller étape par étape, mais en partant de la sobriété. Donc on garde que l'essentiel, puis l'efficacité, c'est-à-dire on fait en sorte d'avoir le moins besoin d'énergie possible, et ensuite le renouvelable. On se pose éventuellement la question, est-ce que je peux pas faire remplacer mon système de chauffage, mais uniquement quand vos besoins ils auront été réduits au maximum. Donc voilà un petit peu, là, j'ai pris le temps de présenter cette démarche-là parce que vous allez voir, elle va revenir un petit peu à travers les différentes parties de notre webinaire de ce soir. Et donc justement, on va commencer avec la première partie de sobriété. Alors ça va pas être très long, mais vous allez voir, c'est quand même la première étape, donc il ne faut pas la négliger. Donc la sobriété, globalement, ça peut faire un peu sourire parce que là, on va beaucoup parler d'éco-gestes. On a l'impression que ça peut sembler anodin ou alors qu'on connaît tout. Mais il faut bien se dire qu'il y a vraiment plein de choses à mettre en place et qu'on ne soupçonne pas forcément tout. Et surtout, c'est pas négligeable pour le coup lorsqu'on cherche à diminuer ses consommations d'énergie au domicile. Donc là, on a
quelques exemples, hein, c'est issu d'une illustration de l'ADEME, mais on a quelques exemples. Il faut savoir que les éco-gestes, ça fonctionne vraiment pièce par pièce sur tous les types d'appareils qui consomment de l'énergie. Mais si on prend quelques exemples qui peuvent être assez intéressants et qu'on ne soupçonne pas forcément, ça peut être par exemple le réfrigérateur. Le réfrigérateur, il y a beaucoup de choses à mettre en place, son placement, son entretien, le réglage de la température, comment on décongèle les aliments, etc. Il y a vraiment tout un tas de choses à observer avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut éventuellement avoir la box Internet. La box Internet, généralement, c'est un appareil qui fonctionne en permanence, 24 heures sur 24. Alors, c'est même pas en veille, hein, c'est vraiment un appareil qui fonctionne en permanence. Donc, ça peut être intéressant de se dire, bah, finalement, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux pas l'éteindre lorsque je ne l'utilise pas? L'idée, c'est que c'est vraiment, on peut se dire que c'est anodin, mais mis bout à bout, tout ça, ça peut vraiment avoir son impact assez intéressant. Je pense aussi aux appareils comme lave-vaisselle ou lave-linge, bah, c'est finalement, il y a des programmes éco qui globalement sont réglés à des températures plus basses. Ça, c'est aussi des actions de sobriété qui permettent de moins consommer d'énergie. Et là, ce soir, c'est vrai qu'on est dans une thématique liée au gaz, pardon. Et vous avez probablement chez vous peut-être un compteur Gaspard. Il faut savoir que le compteur Gaspard, c'est un compteur communicant qu'a mis en place GRDF. Donc, vous avez probablement chez vous un compteur Gaspard. Ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est sur le site de GRDF. Alors, GRDF, je précise, ce n'est pas un fournisseur de gaz, hein, c'est bien le gestionnaire du réseau. C'est GRDF, le propriétaire du compteur. Et ce qui peut être intéressant sur leur site, c'est de vous créer un compte et en fait, à partir de ce compte, vous y reliez votre compteur Gaspard. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir récupérer vos courbes de consommation de gaz. Et ça, c'est plutôt des outils très intéressants pour connaître au mieux ses consommations. Parce que quand l'objectif, c'est de diminuer ses consommations d'énergie, une des premières étapes, c'est d'abord de les connaître. On ne peut pas vraiment avoir des actions efficaces quand on ne connaît pas forcément le niveau de consommation actuel. Donc, vous avez la possibilité, il y a certains fournisseurs qui peuvent vous proposer des outils similaires, mais si ce n'est pas le cas, bah, sachez que GRDF propose gratuitement à toutes les personnes qui possèdent un compteur Gaspard chez eux, de pouvoir créer ce compte et d'observer vos courbes de consommation. Donc, si jamais vous n'aviez pas cette information, n'hésitez pas à aller le faire. Donc, voilà un petit peu. Si on continue, là, on a quelques exemples en fait de petits investissements finalement astucieux qui peuvent aussi vous permettre d'identifier chez vous des moyens pour diminuer vos consommations. Donc, bon, voilà, un thermomètre, c'est pour plutôt connaître les températures. Multiprise, ça on connaît, mais c'est plutôt pratique pour éteindre plusieurs appareils simultanément et vraiment qu'ils soient éteints complètement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en veille. Si je prends un exemple, par exemple, dans la cuisine, si vous avez, je ne sais pas moi, une bouilloire, une cafetière, un micro-ondes qui sont placés les uns à côté des autres, faut savoir que le micro-ondes, s'il y a un voyant lumineux avec l'heure qui s'affiche sans que vous en ayez vraiment besoin, sachez que c'est une consommation en permanence qui tourne. Bouilloire et cafetière, des fois, il y a des voyants lumineux qui restent allumés, pareil, donc ça veut dire que c'est aussi une consommation. Si elles sont tous reliées à une multiprise, le soir, vous coupez ça et là, pour le coup, il n'y a vraiment aucune consommation qui se fait. La prise programmable mécanique, ça c'est aussi un outil plutôt intéressant pour, je pense à la box Internet que je vous évoquais juste avant. L'idée, c'est que une prise mécanique, ça permet de lui dire concrètement, par exemple, de 22h à 5h du matin, j'ai pas besoin de ma box Internet, donc ça la coupe automatiquement. Ou alors je sais pas moi, de minuit à 4h, enfin peu importe, c'est vous qui choisissez finalement l'horaire. Et c'est une prise mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appareil électronique là, qui va réguler tout ça, c'est vraiment mécanique et ça va être automatique, vous n'aurez plus à toucher à votre box, globalement, ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est quelques petits exemples de petits investissements, mais qui peuvent être plutôt astucieux pour maîtriser vos consommations d'énergie. Et pour terminer cette première partie sur la sobriété, je vais vous présenter du coup le défi énergie. Si vous vous souvenez, je l'ai brièvement évoqué lorsque je présentais les animations qui sont proposées par notre association. Mais en fait, le défi énergie, c'est un concours d'économie d'énergie et d'eau dont le but, c'est justement de réduire au maximum vos consommations à la maison. Il y a un objectif qui est fixé à 8% d'économie sur les 5 mois de participation au défi. Donc 5 mois, effectivement, ça correspond en fait à la saison de chauffe. Ça se passe entre le 1er décembre et le 30
avril. Et l'idée, ça va être sur cette période-là de pouvoir mettre en place des actions qui vont permettre de réduire vos consommations. Et donc, c'est sous forme d'un concours. C'est ouvert à toutes les personnes qui habitent sur le nord des Yvelines, sur notre territoire d'action. Et en fait, vous pouvez participer au défi soit en individuel, mais aussi en équipe. Par exemple, si vous avez des amis, de la famille, des voisins peut-être, ou des collègues, vous pouvez créer une équipe pour participer au défi et rendre le tout plus convivial. Parce que c'est vraiment le mot d'ordre de ce défi, c'est la convivialité. C'est-à-dire, on ne va pas se faire violence, on ne va pas perdre du confort du jour au lendemain en appliquant toute une série d'éco-gestes vraiment du jour au lendemain. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est d'apprendre en convivialité. Et donc, les inscriptions sont ouvertes. Et si ça vous intéresse, il ne faudra pas hésiter à m'en faire part. Mais en fait, le défi, ça se passe principalement sur une plateforme, un site internet qui s'appelle Déclic. On voit le petit logo juste ici. Puis là, on a une petite capture écran pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. L'idée sur cette plateforme, ça va être de se créer des compteurs, différents compteurs que vous avez envie de suivre. Donc là, par exemple, si chez vous, vous êtes au gaz, vous pouvez créer votre compteur gaz et vous pouvez aussi vous créer un compteur électricité si vous le souhaitez. Et l'idée, ça va être de rentrer des relevés de compteurs au fur et à mesure. Donc après, c'est aussi vous qui choisissez la fréquence. Mais l'idée, c'est de comparer deux périodes. La période de cette année et une période dite de référence. Généralement, c'est l'année passée. Donc là, on a un petit exemple, c'était sur le défi l'année dernière. Mais en fait, on compare deux périodes entre elles, comme ça on voit les progrès qu'on a pu faire entre deux saisons. Et donc là, si je présente les résultats du défi de l'année dernière, qui vont peut-être vous inspirer, vous donner envie de participer. Donc, il y a 50 foyers qui ont participé, donc ça représentait 114 personnes. Et leurs efforts combinés, en moyenne, ça a fait 8,36% de réduction de consommation, ce qui représentait un peu plus de 33 000 kWh. Voilà, donc c'est aussi en termes de tonnes de CO2, parce que tout à l'heure, on parlait d'émissions de gaz à effet de serre, ça a permis d'éviter 4,2 tonnes d'émissions dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment... faut imaginer que c'est un effort, on participe à plusieurs à un même défi, on est tous dans le même bateau, donc ça peut être très intéressant pour vous d'y participer. Donc les inscriptions sont ouvertes et comme je vous l'ai dit, le défi a lieu du 1er décembre au 30 avril, et puis il y aura un petit événement de lancement fin novembre justement, si ça vous intéresse, vous pourrez y participer. J'y reviendrai, je pourrai y revenir en fin de conférence. Donc voilà, ça met un petit terme à la première partie de sobriété. Donc là, on retrouve à nouveau le logo, la démarche Négawatt. Comme je vous ai dit, je vais l'utiliser tout au long de la présentation. On va pouvoir passer à l'étape suivante, finalement, qui est l'étape d'efficacité. Rappelez-vous, efficacité, c'est réduire la quantité d'énergie dont on a besoin pour répondre finalement à nos besoins essentiels qu'on a conservés. Donc là, on va effectivement parler de travaux de rénovation. Alors, avant d'attaquer tout de suite avec les travaux, on va mettre un petit peu quelques notions, quelques termes au bon endroit. Donc déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi l'objectif d'une maison efficace. Ça va être d'éviter toutes les déperditions qu'on peut avoir dans un logement. Donc là, on a une représentation schématique avec ces deux images de toutes les déperditions qu'on peut avoir dans un logement. Donc la chaleur, globalement, en fait, elle va chercher à s'échapper de votre logement parce qu'il y a un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça qui va créer un transfert de chaleur. Donc, par la toiture, par les murs, par le plancher, par les fenêtres. Vraiment, la chaleur, elle va chercher toutes les portes de sortie qu'elle peut trouver. Et l'idée, pour avoir un logement efficace, ça va être de réduire au maximum toutes ces déperditions. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette étape d'efficacité. Ensuite, ce qui va être important une notion qui va être importante d'assimiler, c'est la notion de température ressentie et de confort thermique finalement. Parce qu'en fait, la température ressentie, c'est ce que le corps humain ressent et c'est vraiment différent de la température ambiante, de la température de l'air. Parce que le corps humain, il a tendance à faire la moyenne entre température de l'air et température des surfaces, température des parois qui nous entourent. Donc, c'est ce qu'on voit là sur la droite. Et ce que ça peut donner concrètement, c'est qu'en fait, pour une même température ambiante, là, on a un exemple, une température ambiante de 20 degrés, on peut avoir un ressenti très différent si autour de nous, on a des parois qui sont très froides. On peut avoir, voilà, là, plutôt un ressenti à 17 degrés si on a des parois à 14, alors qu'à droite, on a plutôt un ressenti à 19,5 avec des parois qui sont à 19. Et ça, c'est très important parce que la température ressentie, ça joue sur votre confort thermique. Et si vous avez une sensation de froid, qu'est-ce que vous aurez tendance à faire? Ça va être de monter le chauffage. Et donc, c'est à nouveau des consommations en plus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que température ressentie, c'est différent de température ambiante. Et ça j'y reviendrai au fil de mon webinaire.
Je continue encore sur une dernière notion qui va être importante d'assimiler, c'est la différence entre bâti ancien et bâti moderne, parce que vous allez m'entendre voilà, employer ces termes-là, mais pour bien mettre les bons mots au bon endroit. Globalement, le bâti ancien, ça va regrouper toutes les constructions, généralement on dit d'avant 1948. En fait, c'est des constructions qui ne font pas appel à des matériaux industriels. Si je prends un exemple, une maison en pierre meulière, voilà, ce sera du bâti ancien. Tandis que du bâti moderne, ça va être plutôt du bâti en parpaing, en briques creuses, en blocs de béton, etc. On va vraiment faire un distinguo entre bâti ancien et bâti moderne parce qu'on ne rénove pas de la même manière ces deux typologies de bâtiments qui sont vraiment différents. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc maintenant qu'on a mis un petit peu au clair ces notions, on va pouvoir explorer les différents travaux de rénovation qui s'offrent à nous et on va commencer par l'isolation. L'isolation, vous allez me dire, pour faire de l'isolation, on doit faire appel à des matériaux isolants. Alors oui, jusque-là, tout va bien. Par contre, des matériaux isolants, il y en a vraiment beaucoup. Et là, je cite quelques exemples, mais déjà, il y a beaucoup de familles d'isolants. On peut avoir des isolants issus de l'industrie pétrochimique, exemple polystyrène, polyuréthane. On peut avoir des isolants minéraux, on peut avoir des isolants recyclés, comme la ouate de cellulose. Alors, ouate de cellulose, c'est un isolant issu du recyclage du papier. On peut avoir des isolants d'origine végétale, on peut avoir des isolants d'origine animale. C'est tout ça pour dire que des familles d'isolants, il y en a plein, des isolants, il y en a encore plus. Et il n'y a pas forcément un meilleur isolant que les autres parce que finalement, tout va dépendre de vos critères. C'est quoi vos critères que vous recherchez? Est-ce que c'est un critère plutôt technique? Quel est l'isolant qui va apporter la meilleure isolation à votre logement? Est-ce que c'est plutôt un critère environnemental? Quel est l'isolant qui a une empreinte environnementale la plus faible possible dans son processus de fabrication? Quel est l'isolant qui coûte le moins cher? En fait, à toutes ces questions, globalement, ça va être à chaque fois un isolant différent. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément un meilleur isolant qu'un autre, il y en a plusieurs. Donc, si vous procédez à de l'isolation, va falloir aussi connaître quels sont vos critères de sélection. Mais surtout, ce qu'il va falloir regarder, c'est une caractéristique technique qu'on appelle la résistance thermique. Alors, je vais y venir un petit peu plus tard. Juste avant, je vais faire appel à votre participation, notamment. Je vais vous poser une petite question. On va essayer de comparer des isolants et on va essayer de les comparer d'un point de vue performance technique, c'est-à-dire quel est l'isolant qui va avoir le pouvoir isolant le plus intéressant. Donc, je commence avec un premier exemple. Nous avons un même matériau, mais avec des épaisseurs différentes. Donc, à gauche, le moins épais, à droite, le plus épais. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le meilleur isolant d'un point de vue technique, en termes d'isolation? Et donc, vous pouvez répondre dans la discussion directement. Donc là, je vois déjà plus épais, le plus épais est le meilleur. OK. Donc, globalement, les réponses s'accordent. Effectivement, je suis d'accord avec vous, le meilleur isolant sera le plus épais, donc celui de droite. Et on comprend assez intuitivement, plus on met de l'épaisseur, c'est comme mettre un manteau en hiver. Si on met un petit manteau, on aura plus froid que si on met un bon manteau, on arrive à le comprendre assez intuitivement. Deuxième exemple, cette fois, on a différents matériaux avec des épaisseurs différentes. Je ne vous donne pas plus d'informations, je vous dis juste que ce n'est pas les mêmes isolants et c'est des épaisseurs différentes. Est-ce que vous sauriez me dire, entre celui de gauche, celui du milieu ou celui de droite, lequel isole le mieux d'un point de vue technique? Est-ce que vous pourriez me répondre? On ne sait pas, on ne peut pas le dire. Effectivement, vous avez tout à fait raison, on n'est pas capable de savoir quel est le meilleur isolant parce que déjà, on ne sait pas c'est quoi comme matériau, on ne sait pas exactement l'épaisseur que c'est. Et donc, c'est là où la notion de résistance thermique, ce que je vous disais juste avant, va être très importante. C'est ça qu'on va regarder notamment si vous demandez des devis d'isolation. Et donc, la résistance thermique, on va le voir juste ici. Qu'est-ce que c'est? Donc, elle est notée R majuscule, donc là, on le voit en bas à droite. La résistance thermique, en fait, c'est une valeur qui est calculée et qui va traduire la performance de l'isolant. Plus le R il est grand et meilleure sera l'isolation. Un R, comment ça se calcule? On voit, c'est simplement une division. On va faire un rapport entre l'épaisseur de l'isolant sur la conductivité. Donc, l'épaisseur, elle est notée E, la conductivité, elle est notée lambda. Et donc, pour avoir un R grand, il faut une épaisseur grande ou une conductivité à l'inverse très faible. C'est ça qui permettra d'avoir une résistance thermique élevée. Donc l'épaisseur,
on arrive assez intuitivement à comprendre ce que c'est une épaisseur faible ou élevée. Par contre, la conductivité, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété du matériau. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, hein. C'est vraiment une propriété du matériau que l'on mesure en laboratoire. Et en fait, la conductivité, c'est la capacité d'un matériau à laisser passer finalement, à conduire la chaleur à travers son épaisseur. Et ce qu'on veut, c'est que justement, elle soit la plus faible possible, parce qu'on veut que l'isolant ne conduise pas la chaleur vers l'extérieur. On veut qu'il s'oppose à tout transfert de chaleur. Et pour que vous ayez un ordre d'idée, en termes de finalement quelle valeur de R on recherche, là j'ai mis quelques exemples dans le tableau ici. C'est notamment les critères techniques qui sont demandés par rapport aux aides financières à la rénovation. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais là ça va simplement vous donner des ordres de grandeur. Si je prends l'exemple tout en bas, c'est pour de l'isolation de murs. Isolation de mur, on demande un R minimum de minimum 3,7. OK. Pour des rampants de toiture, on demande un R minimum de 6, alors que pour des combles perdus, un R minimum de 7. Toiture terrasse, minimum 4,5. Mais là, a priori, je ne pense pas que ça vous concerne ce soir. Globalement, à quoi ça correspond en termes d'épaisseur? Un R de 3,7. Alors, bien sûr, ce sera dépendamment de quel isolant on a, hein, mais c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Un R de 3,7, ça peut correspondre entre 12 et 14 cm d'isolant, tandis qu'un R de 7, là, on approche plutôt les 35 à 40 cm d'épaisseur. Et ce qu'on remarque, c'est que pour de la toiture, l'effort demandé, il est plus important, hein. On demande des R de 6 ou 7, alors qu'on demande 3,7 pour les murs. Parce que globalement, la toiture, c'est un poste très déperditif. L'air chaud, il a tendance à monter. Donc forcément, la toiture, c'est une zone qui peut être potentiellement très déperditive. Donc c'est pour ça que l'effort est un peu plus important à mettre sur la partie toiture. Après, là, c'est des valeurs minimum, c'est-à-dire si vous avez l'opportunité de mettre plus, et bien sûr, il faut y aller, hein, parce que ça ne fera qu'améliorer la performance de votre isolation. Donc cette notion de résistance thermique, très importante, et je la réutiliserai finalement tout au long de ma présentation. Donc on va pouvoir poursuivre. Et justement, on va démarrer avec les travaux d'isolation. Donc, on va partir du haut, hein, on va faire la toiture dans un premier temps. Alors là, on a un exemple d'isolation de comble perdu. En fait, quand on fait de l'isolation, on cherche toujours à isoler au plus proche du volume que l'on chauffe. Donc, quand on a des combles perdus, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est non chauffé, qui n'est pas habitable, l'idée, ça ne va pas être d'isoler les rampants de la toiture, mais ça va vraiment être d'isoler le plancher du comble perdu. Et là, on a globalement deux techniques qui existent, hein. Soit on peut dérouler des rouleaux d'isolant, soit on peut projeter de l'isolation en vrac. Et en fait, c'est deux méthodes qui se font. Et il n'y a pas forcément une méthode meilleure qu'une autre, hein. À nouveau, c'est une question de résistance thermique. Quelle est la résistance thermique que j'obtiens à l'issue des travaux? Et donc là, pour des combles perdus, on parlait d'une résistance thermique de minimum 7. Donc ça, c'est pour de l'isolation de combles perdus. Juste après, on a l'isolation justement dans le cas de combles aménagés. Donc cette fois, on a une zone qui est habitée, on a une zone qui est chauffée. Donc ce qu'on va venir isoler, ça va plutôt être les rampants de la toiture, les pentes du toit. Là, globalement, deux techniques aussi qui peuvent exister, hein. C'est soit on isole par l'intérieur du logement, soit on isole par l'extérieur du logement. En fait, il n'y a pas forcément à nouveau, hein, il n'y a pas une méthode plus intéressante, enfin plus performante d'un point de vue technique et d'un point de vue capacité d'isolation, hein. À nouveau, c'est quelle résistance thermique je vais obtenir. Par contre, ce qui peut faire le choix entre isoler par l'intérieur ou l'extérieur, c'est plutôt des contraintes du type est-ce que je peux accéder par l'intérieur à cet espace? Est-ce que ça ne va pas engendrer une perte de surface habitable si j'isole par l'intérieur? Ou bien des questions comme ma toiture, elle a besoin d'être refaite, il y a une réfection de toiture qui est nécessaire, à ce moment-là, j'en profite pour refaire de l'isolation directement par l'extérieur. Faut savoir que globalement, l'isolation par l'extérieur des rampants de toiture, c'est plus cher parce que ça nécessite notamment la mise en place de tout un système d'échafaudage. Mais c'est vrai que si la toiture a besoin d'être faite, il faut en profiter pour faire de l'isolation. Donc là, c'était le cas des combles aménagés. Et donc, comble aménagé, je fais un aparté, mais qui va être très important, c'est le confort d'été. Parce que souvent, quand on fait de l'isolation, on pense au confort d'hiver. On se dit, je veux limiter les déperditions pour empêcher mon système de chauffage de trop consommer. Et je suis tout à fait d'accord, hein, c'est aussi ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que le confort d'été, ça entre de plus en plus en ligne de compte. On l'a vu notamment ces dernières années avec la présence de plus en plus d'épisodes de canicule. On peut avoir cette sensation d'un inconfort. D'ailleurs, il y en a peut-être certains parmi vous qui le vivent dans votre logement, mais à l'étage, sous les combles, on peut avoir très chaud. Et en fait, faire de l'isolation de toiture, ça va être important pour aussi jouer sur le confort d'été. Et ça va être notamment le choix de l'isolant qui va être très important.
Dites-vous bien que pour obtenir un bon confort d'été, ce qu'on va rechercher, c'est un isolant qui a de l'inertie, qui a des propriétés d'inertie. En fait, un isolant qui a de l'inertie, c'est un isolant qui va avoir une bonne densité, qui va être globalement lourd. En fait, l'inertie, c'est quoi son intérêt? C'est que l'isolant qui est placé sous la couverture, sous la toiture, en fait, il va emmagasiner tout le rayonnement du soleil là, qui vient taper sur la toiture. L'isolant va emmagasiner cette chaleur. Et s'il a une bonne inertie, une bonne densité, bah, il va être capable de stocker, de l'emmagasiner et de ne pas vous la restituer immédiatement dans le logement. Et des isolants qui n'ont pas une bonne densité, bah, malheureusement, même si vous mettez une bonne épaisseur, ça marchera pour l'hiver, hein, ça empêchera les transferts de chaleur à l'extérieur. Par contre, l'été, l'isolant, il n'arrivera pas à emmagasiner toute cette chaleur qui vient du soleil qui tape sur la toiture. Et donc ça, je prends l'exemple de la laine de verre. La laine de verre, c'est un isolant qui n'a pas une bonne densité. Et le problème, c'est que du coup, on peut avoir des toitures qui sont isolées en laine de verre. On se retrouve quand même à avoir très chaud l'été. Donc faites plutôt appel à des isolants qui ont une bonne densité, comme notamment la laine de bois ou la ouate de cellulose. Ça, c'est des isolants qui ont de bonnes propriétés. Parce qu'en fait, leur bonne densité, ça va créer ce qu'on appelle, et c'est écrit juste ici, un déphasage thermique. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais utiliser deux petites courbes. À gauche, on a plutôt la courbe qui concerne la laine de verre, alors qu'à droite, on a plutôt une courbe qui concerne la ouate de cellulose. Et à chaque fois, on a deux courbes, une en rouge qui représente la température extérieure et une en bleu qui représente la température à l'intérieur du logement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'un isolant qui a une bonne densité, donc là, il y a la ouate de cellulose, je vous parlais également de la laine de bois, elle va créer ce qu'on appelle un déphasage. En fait, ça va être un décalage entre le pic de chaleur extérieur et le pic de chaleur intérieur. Tandis qu'un isolant qui n'aura pas une bonne densité, bah, malheureusement, ce déphasage, il sera beaucoup plus faible et il sera beaucoup moins marqué. En fait, il y aura très peu d'écart de température, ce qui fait que vous aurez des sensations de grande chaleur dans le logement. Donc, un isolant qui a une bonne densité va permettre de créer un déphasage thermique. Et c'est ça qu'on va rechercher pour avoir un bon confort d'été. Et donc, je faisais cet aparté-là pour la partie comble aménagée, parce que c'est beaucoup dans les situations où on a un étage sous les combles qu'on peut souffrir de l'inconfort d'été. Donc, c'est là que ça va se jouer. Si jamais ça vous concerne, bah, rappelez-vous que le choix de l'isolant, il ne sera pas anodin. Donc voilà pour la partie toiture. On va poursuivre notre cheminement avec l'isolation en passant cette fois tout en bas, donc avec l'isolation de plancher bas. En effet, isoler uniquement la toiture, c'est pas suffisant parce que le problème avec la chaleur, c'est que malheureusement, elle cherche toujours à sortir de votre logement. Dès qu'il y a un écart de température, elle va chercher à rétablir l'équilibre en quelque sorte. Donc, isoler la toiture, c'est bien, mais si on ne fait pas le reste, malheureusement, bah, ce ne sera pas suffisant. Faut vraiment penser votre logement, votre habitation dans sa globalité. Donc, l'isolation de plancher bas est aussi très importante. Et donc, généralement, par exemple, là, on prend l'exemple d'un sous-sol. On a un sous-sol total qui serait non chauffé. Bah, l'idée, ça va être d'isoler la partie non chauffée de la partie chauffée. C'est comme avec la toiture. Hein. L'idée, l'objectif, c'est le même. Le plus courant, ça va être une isolation par le dessous, finalement. En fait, on vient isoler le plafond du sous-sol. Et donc, globalement, bah, soit là, on peut utiliser des isolants souples, c'est-à-dire on va projeter un isolant. C'est notamment quand on a une surface qui n'est pas très régulière, c'est plus pratique de projeter un isolant souple. Ou alors, on peut avoir des panneaux plus rigides qu'on va venir installer sur tout le plafond du sous-sol. Et là, même chose, hein, tout est une question de résistance thermique. Quelle résistance on va obtenir? Pour un plancher bas, on parle plutôt d'une résistance thermique autour de 3. Donc un R de 3, ça correspond à peu près à une épaisseur de 10 cm. Après, c'est aussi en fonction du choix de l'isolant. Et souvent, l'isolant, il peut être laissé à nu. Hein. Il n'a pas forcément besoin d'une finition. Alors, c'est possible d'en faire une, hein, mais ça peut arriver que l'isolant soit vraiment visible à nu directement. Donc ça, c'était pour un exemple plancher bas. On continue, on va parler des murs maintenant. Et pour les murs, je vais distinguer bâti moderne et bâti ancien. Hein. Rappelez-vous ce que j'avais indiqué en début de conférence. Donc là, on va commencer par des murs plutôt bâtis modernes et on va prendre la technique de l'isolation par l'intérieur. Donc, on voit là, c'est représenté sur le schéma. L'isolation par l'intérieur, globalement,
parmi les avantages qu'elle peut avoir, c'est qu'elle est moins coûteuse qu'une isolation par l'extérieur et on ne modifie pas l'aspect extérieur du logement. Ça, c'est un petit peu ces deux avantages qu'elle peut avoir. Par contre, elle pose beaucoup de points de vigilance, notamment parce que vous perdez de la surface habitable. Déjà, en isolant par l'intérieur, vous allez mettre une certaine épaisseur, donc vous allez perdre de la surface habitable, ce qui peut être problématique. En plus de ça, bon, la mise en œuvre, ça va être contraignant. Globalement, les pièces vont être condamnées pendant la durée des travaux. Mais en plus de ça, ça va créer ce qu'on appelle des ponts thermiques dans votre logement. Les ponts thermiques, c'est des zones de faiblesse par laquelle la chaleur va réussir à s'échapper vers l'extérieur. Là, elles sont représentées sur le petit schéma de gauche. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas éliminé complètement les déperditions. Il y en a toujours qui s'opèrent, notamment là, au niveau des planchers intermédiaires. Dans l'idée, c'est qu'est-ce qu'un pont, comment se crée ce pont thermique? Bah, je vais tout simplement faire un petit exemple, mais imaginons, là, voilà, vous êtes dans le logement, vous voulez procéder à une isolation par l'intérieur. Donc, les artisans, ils viennent, ils vous disent, OK, on fera une isolation par l'intérieur. Ils vont se placer là dans le salon et ils commencent par plaquer l'isolant contre le mur, Ils le mettent, ils vont jusqu'en haut, sauf que là, ils se retrouvent bloqués par le plancher qui mène à l'étage. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de couper l'isolant, ils terminent, ensuite ils montent à l'étage, et là, ils reprennent. Donc, ils se replacent en bas, et puis ils placent l'isolant jusqu'en haut. OK. Le problème, c'est que du coup, sur l'épaisseur du plancher qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, en fait, il n'y a pas d'isolant du tout. Et la chaleur, elle n'a aucun problème à traverser par le plancher pour sortir vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pont thermique. Et en fait, si on observait votre logement avec une caméra thermique, on obtiendrait à peu près ceci. Ça, c'est une photo qu'on a prise nous-mêmes lors de balades thermiques qu'on a organisées. Et ce qu'on voit là, globalement, sur un logement, donc on a un pignon qui a été isolé par l'intérieur et on arrive à deviner en fait des murs de refend. On arrive à deviner des planchers. En fait, c'est des zones à la caméra thermique, on voit qu'elles sont plus chaudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chaleur, elle arrive à traverser pour s'extraire vers l'extérieur. Et ça, c'est problématique parce que du coup, vous perdez toujours de la chaleur et donc votre logement il n'est pas efficace de manière optimale finalement. Donc ça sous-entend que votre système de chauffage, il va devoir combler ces déperditions. Tandis que si on prend l'exemple d'une isolation cette fois par l'extérieur, donc qui est représenté ici, là on voit que l'isolant, regardez, il a été placé sur toute la continuité du mur. Donc en fait, sur l'épaisseur du plancher, la chaleur, si elle veut sortir, elle se retrouve bloquée parce que l'isolant, il a vraiment été placé de manière beaucoup plus continue. Donc c'est une technique qui est plus avantageuse d'un point de vue thermique, ça isole mieux. Et à la caméra thermique, là, ça rendrait ceci. Là, on voit bien un pignon. Ce pignon, il a été isolé par l'extérieur. On voit que la température, déjà, elle est uniforme. On n'arrive pas à deviner un plancher ou un mur de refend parce que l'isolant, il a été placé par l'extérieur. Et surtout, on voit la différence de couleur entre le pignon qui a été isolé et la façade qui, elle, ne l'a pas été. Ça montre des différences de température, mais surtout, ça montre l'intérêt que peut avoir une isolation par l'extérieur. Isolation par l'extérieur, c'est quand même plus coûteux qu'une isolation par l'intérieur et ça signifie aussi que vous modifiez l'aspect extérieur de votre logement. Donc, il faut toujours se renseigner auprès de votre mairie, notamment du service d'urbanisme, pour savoir s'il n'y a pas des règles à respecter, des règles particulières. Par contre, en termes de finition, là, on a un exemple ici en bardage, mais sachez que le bardage, c'est un exemple, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément du bardage qu'on a pour une isolation par l'extérieur. On peut avoir des enduits tout à fait classiques, tout à fait similaires à ce que vous pourriez déjà avoir si vous avez chez vous un crépi. Donc l'idée, c'est que la finition, c'est un petit peu selon vos goûts. Mais ce qui est important, c'est plutôt l'isolant, quelle épaisseur on va mettre pour obtenir quelle résistance thermique. Je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment primordial. Donc voilà pour l'isolation plutôt des murs, mais côté bâti moderne. Si on parle maintenant plutôt bâti ancien, pourquoi c'est particulier l'isolation de murs en bâti ancien? Parce que les matériaux ne sont pas les mêmes. C'est plutôt des matériaux, par exemple, on a beaucoup dans notre secteur les maisons en pierre meulière. En fait, le bâti ancien, ça utilise des matériaux qui sont dits perspirants. En fait, c'est des matériaux qui laissent transiter la vapeur d'eau. Là, on voit un petit exemple avec des flux, donc notamment le flux de vapeur d'eau. On voit qu'il arrive à traverser le mur pour aller vers l'extérieur. Et donc, faire de l'isolation sur du bâti ancien, il faut faire attention parce qu'on peut venir un petit peu interrompre ce flux de vapeur d'eau. Et ce qui est problématique en faisant ça, c'est qu'on peut se retrouver à avoir des problèmes de condensation et d'humidité. Et ça, c'est vraiment très embêtant pour l'intégrité du mur. Je prends un exemple. Imaginons que vous avez une maison en pierre meulière et vous souhaitez faire une isolation par l'extérieur en polystyrène. Ça, c'est vraiment très déconseillé, si ce n'est interdit, mais c'est formellement pas interdit, mais c'est vraiment très déconseillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vapeur d'eau,
elle va traverser votre mur parce que le mur est très perspirant. Par contre, de l'autre côté, elle va se retrouver face à du polystyrène. Le polystyrène, c'est un isolant qui est très résistant à la vapeur d'eau. Et le problème, c'est que la vapeur d'eau, elle va se retrouver coincée. Elle ne pourra plus sortir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se condenser, elle va redevenir liquide. Et ça, c'est embêtant. Ça créera de l'humidité et des problèmes sur le mur. Donc, il faut vraiment faire attention. En fait, quand on isole un mur en bâti ancien, il faut plutôt se tourner vers des isolants qui ont des propriétés également perspirantes, qui vont laisser transiter la vapeur d'eau. Pour vous donner un exemple, le chanvre, c'est un isolant qui est très perspirant et qui est plutôt adapté justement pour le bâti ancien. Et pour du bâti ancien, il y a le côté aussi esthétique qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire que souvent, on ne veut pas isoler par l'extérieur parce qu'il y a aussi l'aspect pierre apparente, par exemple, qu'on veut vouloir conserver, si ce n'est la mairie qui parfois peut vous l'obliger, en fait, peut vous interdire de faire une isolation par l'extérieur pour conserver le patrimoine. Donc, par l'intérieur, ça peut être envisageable. Par contre, effectivement, ça pose le problème de perdre de la surface habitable. Donc, finalement, un compromis qui peut se faire, ça peut être ce qu'on appelle une correction thermique, en fait, un enduit isolant. Un enduit isolant, je précise, ce n'est pas une isolation à proprement parler. Ce ne sera pas aussi efficace que de faire une vraie isolation, mais ça peut être un compromis intéressant parce qu'un enduit isolant, globalement, pour du bâti ancien, ça peut être un mélange de chaux et de chanvre qu'on va venir enduire sur le mur. Et ça va être très important parce que ça va permettre de casser un petit peu l'effet de paroi froide qu'on peut avoir sur le bâti ancien. Et rappelez-vous, paroi froide, ça crée une température ressentie, ça fait baisser notre température ressentie. Donc, le fait de casser cet effet paroi froide, ça peut quand même améliorer notre ressenti, même si d'un point de vue isolation, ce n'est pas aussi efficace qu'une vraie isolation à proprement parler. Et ça peut être un compromis tout à fait intéressant. Et pour le bâti ancien, c'est même plutôt adapté. Donc, voilà le cas particulier du bâti ancien. Si on poursuit sur l'isolation du logement, il y a le vitrage également qui va entrer en ligne de compte. Ce n'est pas du tout négligeable, d'autant que le vitrage, parfois, ça peut représenter une surface assez importante sur le logement. Donc là, ce qui va être important, c'est d'éviter le simple vitrage. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on n'installe plus de simple vitrage dans le neuf ou même en rénovation. C'est quand même, ce ne serait pas très cohérent. Mais l'idée, c'est que si vous avez du simple vitrage actuellement, vous pouvez le faire envisager de le faire remplacer pour mettre au moins du double vitrage, parce que, à nouveau, là, ce qui va jouer, c'est la sensation de paroi froide. En fait, un simple vitrage, ça va être une paroi très froide qui, du coup, va influer sur votre ressenti. Et donc, derrière, forcément, pour combler ça, vous allez monter le chauffage. Tandis qu'un double vitrage va permettre d'avoir une surface moins froide qui améliorera votre confort. Il existe du triple vitrage. Globalement, le triple vitrage, c'est quand même un investissement bien plus important. C'est pas forcément indispensable. Quand on fait de la rénovation, vous pouvez vous tourner vers du double vitrage de bonne qualité. Le triple vitrage, ça peut peut-être être plus adapté sur de la construction neuve, notamment quand des logements, des personnes recherchent à avoir leur maison labellisée maison passive. Ça peut être pertinent d'envisager le triple vitrage. Mais autrement, en rénovation, la plupart du temps, c'est quand même du double vitrage. Faut savoir qu'il y en a de plusieurs qualités. Il faut bien regarder la fiche technique qui vous est indiquée, c'est-à-dire quelle est l'épaisseur déjà de ces deux vitrages, quelle est la lame d'air qui sépare les deux vitrages, est-ce que c'est de l'air à l'intérieur, est-ce que c'est de l'argon? L'argon, c'est un gaz inerte qui est un petit peu plus intéressant que l'air d'un point de vue, finalement déperdition. Donc, regardez bien, il y a plein de modèles de fenêtres différentes, mais le double vitrage, il y en a de très bonne qualité. Je fais un petit aparté également sur la ventilation. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Si vous avez des remarques, des questions, on pourra en discuter ensemble à la fin. Mais en fait, la ventilation, c'est très important parce que isoler un logement, c'est très bien d'un point de vue thermique, mais ça ne veut pas non plus dire se calfeutrer complètement. En fait, l'isolation, c'est très bien d'un point de vue thermique. Vous empêchez la chaleur de sortir à l'extérieur. Par contre, en faisant ça, vous renforcez également l'étanchéité de votre logement. Et donc, la vapeur d'eau, à nouveau, elle a du mal à sortir si vous avez bien isolé votre logement. Donc, c'est très important d'avoir si ce n'est pas déjà le cas, d'avoir un système de ventilation mécanique, donc c'est-à-dire qui fait appel à un moteur pour extraire l'air du logement vers l'extérieur. Là, on a un exemple sur les deux schémas, c'est une VMC simple flux qui est représentée, donc VMC pour ventilation mécanique contrôlée. Simple flux, ça veut dire qu'en fait, le moteur, il est chargé d'extraire l'air de votre logement vers l'extérieur. Et donc, généralement, il extrait l'air des pièces humides comme la salle de bain, les WC, la cuisine. Et
Donc, si on a des sorties d'air qui sont reliées au moteur, il faut également qu'on ait des entrées d'air, hein. Il faut toujours qu'il y ait un flux d'entrée et de sortie. Et les entrées d'air, généralement, elles se situent sur les fenêtres. On a ce qu'on appelle des mortaises, hein, des petites entrées d'air, et c'est très important de ne pas les boucher. C'est très important de vérifier que votre VMC, elle fonctionne bien, parce que isoler un logement, s'il n'y a pas une bonne ventilation, on peut se retrouver avec des problèmes d'humidité. Donc, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. Donc, je faisais un petit aparté là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, à en faire part aussi, parce que je vois un petit peu l'heure qui tourne, donc on va passer à la dernière partie de ce webinaire. Et donc, cette dernière partie, on retrouve à nouveau, hein, le schéma négawatt. On va passer à la partie renouvelable. Alors, plus largement, finalement, que renouvelable, on va parler de chauffage. En fait, ça va être la partie qui va nous intéresser, mais pas forcément, il n'y aura pas forcément que des énergies renouvelables, hein. En tout cas, rappelez-vous bien, le chauffage, ce n'est pas une fatalité. En fait, un chauffage, à quoi ça sert? Ça sert à combler toutes les déperditions thermiques que vous avez dans le logement. C'est ce qu'on voyait de représenter, là, toutes les petites déperditions de chaleur. Un chauffage, il est là pour combler ces déperditions. Donc, en soi, si on a un logement où il n'y a aucune déperdition, on n'a pas forcément besoin de chauffage. Alors bien sûr, je suis d'accord avec vous, sur le papier c'est beau, mais en pratique c'est un peu compliqué, d'autant plus quand on est sur de la rénovation. C'est pas évident d'avoir zéro déperdition de chaleur dans un logement. Donc finalement, on a toujours besoin de chauffage, et donc là, on va voir un petit peu les alternatives qu'on a. Donc là, ce soir, c'est une thématique rénover une maison chauffée au gaz. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Donc, on va explorer diverses solutions. On va commencer avec les chaudières gaz dites à haute performance énergétique. Et en fait, principalement, c'est les chaudières à condensation. Ça, c'est un système que vous pouvez envisager d'installer en remplacement d'une vieille chaudière classique. En fait, c'est une technologie qui, en plus de ça, qui est plutôt robuste, hein. On a beaucoup de retours d'expérience là-dessus. C'est facile à installer, c'est compact. On a beaucoup de retours d'expérience dessus. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, une chaudière à condensation, pourquoi elle est plus efficace qu'une chaudière classique? C'est qu'elle va réussir à récupérer une partie de la chaleur contenue dans les fumées de combustion. Tandis que votre chaudière classique, toute la fumée, elle part vers l'extérieur et c'est de l'énergie perdue. Tandis que là, une chaudière à condensation, elle va réussir à récupérer de nouveau une partie de la chaleur contenue dans les fumées, ce qui fait qu'elle sera plus efficace. Donc la chaudière condensation, c'est un moyen c'est une piste de solution de remplacement d'une chaudière gaz classique. Comme je vous l'ai dit, c'est compact, ça peut faire le chauffage et l'eau chaude, c'est une technologie robuste et ça consomme moins qu'une chaudière gaz classique. Autre solution qu'on peut mettre en place, les pompes à chaleur. Alors, avant de détailler, il y a plusieurs types de pompes à chaleur, hein, mais avant de détailler les différents types que vous pourriez installer, on va déjà parler du principe d'une pompe à chaleur parce que ce sera le même pour toutes les pompes à chaleur. Et le principe, il est représenté ici sur le schéma. En fait, globalement, la pompe à chaleur, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Elle va chercher à prélever des calories dans un environnement extérieur et à vous les ramener dans le logement sous forme de chaleur, finalement. Et en fait, ça va être un cycle qu'on voit représenté au milieu qui se fait en 4 étapes. Et en fait, dans ce circuit, va circuler ce qu'on appelle un fluide frigorigène. Un fluide frigorigène, c'est un produit qui a des propriétés de s'évaporer à très basse température. Donc, si on commence à l'étape 1, en fait, le fluide frigorigène, il va s'évaporer, il va passer à l'état gazeux. Une fois qu'il est sous forme de gaz, il y a un compresseur juste ici qui va venir le comprimer, hein, comme son nom l'indique. Et ce faisant, le gaz, il va monter en température, il va monter en pression. Donc, ça va être un gaz comprimé qui va être chaud. Et cette chaleur, il va venir la restituer dans votre logement via ce qu'on appelle un condenseur. Donc, ici, on avait un gaz très chaud qui finalement va se recondenser, va redevenir à l'état liquide parce qu'il aura cédé sa chaleur à l'intérieur de votre logement. Ensuite, le détendeur, ça permet de le remettre à basse pression. Et ensuite, le cycle continue. De nouveau, il s'évapore, il se comprime, il transmet la chaleur dans le logement, etc., etc. C'est vraiment ça le principe de la pompe à chaleur. Pour connaître un petit peu le niveau de performance d'une pompe à chaleur, vous pouvez observer une caractéristique technique qu'on appelle le COP. Le COP, ça veut dire coefficient de performance. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à l'énergie restituée sur l'énergie consommée. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'une pompe à chaleur, ça consomme tout de même de l'énergie électrique. C'est au niveau du compresseur que ça se passe. Le compresseur, il a besoin d'une alimentation électrique pour fonctionner. Donc, généralement, vous verrez des COP, ce qui vous est annoncé sur les devis, ça peut être des COP de 3, de 4. En fait, ce que ça veut dire, du coup, c'est que à ce niveau-là, pour
4 kWh d'énergie restituée sous forme de chaleur dans votre logement, bah, il aura consommé 1 kWh électrique, la pompe à chaleur. C'est ça que ça veut dire. Donc le COP, ça vous permet d'avoir un niveau de performance. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec le coefficient de performance, c'est que ce n'est pas une valeur statique. Et là, on va tout de suite le voir dans ce tableau. Ça, c'est un tableau vraiment qui est issu d'un devis qu'on m'a transmis récemment. C'est vraiment pour vous montrer qu'un COP, ce n'est pas statique. C'est pas toute l'année, tous les jours, en permanence la même chose. Donc, un COP, ça va varier à la fois selon les conditions météorologiques extérieures. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a différentes températures en amont, la source froide. Donc, on est de -15 à +20. Et ça va aussi varier en fonction de la température que vous demandez à l'intérieur du logement. Alors là, c'est la température, c'est pas la température ambiante dans le logement, bien sûr, c'est la température de l'eau qui circule dans votre circuit hydraulique. Et ce qu'on voit, c'est que la valeur du COP, elle varie. Et donc, elle est très faible ici lorsque la température extérieure est très faible et que vous demandez une température très élevée. Et on arrive à le comprendre assez intuitivement. Plus il fait froid dehors et plus vous demandez du chaud à l'intérieur, plus la pompe à chaleur, elle va avoir du mal. Donc, elle va consommer, finalement, elle va consommer plus d'électricité que dans le cas où, par exemple, là, il ferait vraiment bon dehors et qu'en plus de ça, vous demandez une température très faible, forcément, le COP, il est plus élevé. Donc, il faut vraiment faire attention parce que souvent, voilà, on vous présente un COP de 4, de 5, on a vraiment l'impression que c'est une valeur statique, mais rappelez-vous qu'un COP, c'est une valeur qui varie en permanence. Donc, c'est bien de regarder aussi les différentes valeurs en fonction des températures, des différentes températures. Mais donc, maintenant qu'on a compris un petit peu le fonctionnement d'une pompe à chaleur, on va regarder les différents types de pompes à chaleur que vous pourriez envisager. On va commencer par la pompe à chaleur aérothermique. Aérothermique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pompe à chaleur, elle va prélever des calories dans l'air extérieur et elle va aller les chercher pour vous les restituer dans le logement. Donc ça, c'est globalement, on a une unité à l'extérieur du logement qui va justement récupérer ces calories pour vous les restituer. Donc vous entendrez parler de pompe à chaleur air-eau. C'est ça, c'est une pompe à chaleur aérothermique parce qu'en fait, elle prélève les calories dans l'air extérieur et elle vous les restitue dans l'eau qui compose le circuit hydraulique de votre chauffage. Donc là où il faut faire attention, les coûts de fonctionnement, parce que rappelez-vous, une pompe à chaleur, ça possède une consommation électrique. Si votre logement il n'est pas bien isolé du tout, j'aurais plutôt tendance à mettre un point d'attention sur la pompe à chaleur parce qu'une pompe à chaleur, ça peut vite consommer beaucoup d'électricité dans un logement qui est très déperditif. Donc, il faut faire attention à ça. Le bruit également, il y a différents niveaux sonores. Au niveau d'une pompe à chaleur, il y a différents modèles, mais c'est vrai que ça peut arriver, une pompe à chaleur qui fasse du bruit. En fait, regardez bien le niveau de décibels qui vous est proposé. Le niveau de décibels, ce sera vraiment important. Il y a différents modèles de plus ou moins bonne qualité, mais c'est vrai que le bruit, c'est un point d'attention à avoir. Donc l'entretien, c'est des appareils qu'il faut entretenir. Ne pas installer un appareil surdimensionné, ça c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est notamment dans le cas où vous commencez par changer votre chaudière au gaz, vous mettez une pompe à chaleur alors que votre logement n'est pas isolé. Le problème, c'est que si par la suite vous isolez votre logement, votre appareil il sera surdimensionné, vous aurez payé trop cher pour ça. Donc c'est différents points d'attention qu'il faut avoir, mais en tout cas, la pompe à chaleur aérothermique, dans un logement qui est vraiment bien isolé, c'est une solution qui peut être tout à fait pertinente. On a également les pompes à chaleur géothermiques cette fois. Ce que ça veut dire, la différence, c'est que la pompe à chaleur, elle va venir prélever des calories cette fois plus dans l'air extérieur, mais dans le sol directement. Donc une pompe à chaleur géothermique, ça implique de faire un forage. Généralement, ça peut être un forage vertical, un forage horizontal. C'est aussi dépendamment de la place qu'on a. Mais pour de la maison individuelle, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent quand même parce que c'est un investissement qui est plus coûteux de réaliser un forage chez soi. Généralement, c'est plutôt adapté pour des grands bâtiments qui ont des besoins énergétiques assez importants. Pour de la maison individuelle, ça peut arriver si vous avez une grande maison avec un terrain qui s'y prête, mais c'est vrai qu'on le voit moins souvent, mais c'est quand même une solution qui peut s'envisager. Et donc là, effectivement, c'est l'investissement à l'achat qui est plus important, la surface de terrain également, mais c'est la pompe à chaleur géothermique, c'est une solution. Mais rappelez-vous, ça reste une pompe à chaleur, donc le principe de fonctionnement, c'est le même. C'est simplement, au lieu de prélever les calories dans l'air extérieur, on va prélever les calories dans le sol, directement. Ensuite, si on met de côté un petit peu les pompes à chaleur, on va maintenant présenter le solaire thermique. Le solaire thermique, c'est aussi une solution qui peut s'envisager. En fait, pour chauffer l'eau, on va faire appel à des panneaux solaires thermiques qu'on va placer généralement sur la toiture.
En fait, les panneaux solaires, on a différents types de capteurs, hein. Ça peut être des capteurs non vitrés, des capteurs plan vitrés ou des capteurs sous vide. Le plus courant, c'est quand même les capteurs plan vitrés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une technologie faramineuse, hein. Globalement, c'est une vitre et dessous, il y a des tuyaux avec un liquide caloporteur qui circule. C'est pas aussi complexe que peut l'être un panneau photovoltaïque, par exemple. Un panneau photovoltaïque, ça a pour but de produire de l'électricité, alors qu'un panneau thermique, ça a pour objectif de produire de la chaleur. L'idée, c'est que la chaleur produite dans les capteurs va être récupérée pour ensuite circuler dans votre système hydraulique de chauffage. Par contre, du solaire thermique, il faut bien comprendre que ce ne sera pas suffisant pour couvrir l'entièreté de vos besoins. Vous aurez tout le temps besoin d'un appoint. Ça, c'est un point non négligeable, hein. Vous pouvez avoir un second système de chauffage. Par contre, la priorité ira d'abord au solaire thermique, hein, pour récupérer gratuitement cette chaleur. Et en cas de besoin plus important, ce sera le deuxième système qui se mettra en route. Mais le solaire thermique, voilà, c'est également une solution envisageable. Une autre solution, c'est les chaudières biomasse. Donc, les chaudières biomasse, en fait, c'est des chaudières à bois. Je précise, des chaudières à bois, c'est différent d'un poêle à bois. J'y viendrai juste après pour les poêles, mais ces deux appareils, notamment, c'est une fonctionnalité différente, une taille différente, mais une chaudière à granulés ou à bûche, c'est un appareil vraiment destiné à remplacer votre chaudière gaz actuelle pour constituer un système de chauffage central qui va finalement répondre à vos besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Ça peut répondre à vos besoins dans leur globalité. Donc, ça peut fonctionner à bûche, à plaquettes, à granulés. Ce qui est important avec le chauffage au bois, c'est de penser au stockage, hein, parce que souvent, on peut, notamment quand on a des chaudières gaz au gaz de ville, on n'a pas forcément de place disponible pour avoir un silo de stockage. Mais sachez qu'une chaudière à granulés, pour avoir une autonomie sur une saison de chauffe, c'est un silo qui est quand même pas négligeable en termes de volume, donc faut bien penser à avoir de la place disponible. Et globalement, à l'investissement, c'est aussi un appareil qui est plus coûteux qu'une pompe à chaleur. Pour que vous ayez aussi une ordre d'idée dans le classement un petit peu des différents systèmes. Après, tout ce qui est appareil au bois, pour avoir une idée aussi de la qualité de l'appareil, vous pourrez vous fier au label Flamme Verte. Ça, c'est un label qui concerne tous les appareils au bois, comme les chaudières ou les poêles. Ça, c'est important de regarder si l'appareil est labellisé. En tout cas, la chaudière à granulés, c'est un système qui existe aujourd'hui, mais les points d'attention, ça va être beaucoup l'investissement à l'achat et puis la question du volume, la question de l'évacuation des fumées aussi. C'est des points qui sont assez importants, mais en tout cas, ça peut être une solution de remplacement pour une chaudière gaz. Le poêle, comme je vous avais dit, j'y viens juste après. En fait, le poêle à granulés, c'est pas comme une chaudière. Le poêle à granulés, c'est un système vraiment d'appoint, c'est-à-dire que ça va contribuer au chauffage d'une pièce, généralement dans une pièce de séjour, un salon, éventuellement des pièces à l'étage, si le conduit de cheminée il traverse d'autres pièces. Mais le poêle à granulés, il n'a pas pour vocation de chauffer de l'eau qui va circuler dans vos radiateurs, hein. C'est vraiment un chauffage d'appoint, mais ça peut être intéressant d'envisager ce type de système parce que globalement, vous l'utilisez plutôt en priorité, notamment au début de la saison de chauffe ou en fin de saison de chauffe. Et vraiment, quand les besoins sont trop importants, là, vous mettez en route, par exemple, une chaudière gaz quand les besoins sont trop importants. Mais là, même chose, hein, on est sur un appareil au bois, donc vous pouvez regarder le label Flamme Verte, par exemple, pour avoir une idée de la performance. Et puis, il y a toujours la question du stockage, hein. Il faut faire attention, que ce soit les bûches ou le granulé, faut stocker ça dans des endroits secs pour éviter toute prise d'humidité qui pourrait se répercuter sur la qualité de la combustion, finalement. Point d'attention avec le poêle à granulés, c'est qu'on a besoin d'électricité pour le mettre en route. Ça, il faut aussi y songer, hein, que s'il y a une coupure d'électricité, votre poêle il ne peut plus fonctionner. Tandis qu'un poêle à bûche, lui au moins, il a cette notion d'indépendance entre s'il y a une coupure d'électricité notamment. Mais ça peut être une alternative intéressante. Un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le thermostat. Alors, on n'est pas sur un système de chauffage à part entière, hein, mais en fait, je voulais en parler ici parce que ça s'apparente, c'est très lié au chauffage, hein, c'est même entièrement lié au chauffage. L'idée du thermostat, ça va être de pouvoir réguler et programmer la température qu'il fait dans le logement. Et ça, c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour maîtriser vos consommations d'énergie. Sans avoir à forcément remplacer entièrement le système de chauffage, rien que le fait d'avoir un thermostat, déjà, vous avez le contrôle sur la température qu'il fait. Alors, ça peut être un thermostat d'ambiance qui est généralement placé dans une pièce. Après, vous pouvez aussi avoir sur chaque radiateur des robinets thermostatiques qui vous permettent de réguler la température vraiment pièce par pièce.
parce que c'est très important, hein. On ne chauffe pas toutes les pièces de la même manière, hein. Une pièce comme un salon, on a tendance à chauffer un petit peu plus qu'une chambre, par exemple. La nuit, la journée, on ne chauffe pas de la même manière. Quand on est absent, par exemple, si on part en vacances, on ne chauffe pas de la même manière. Donc, le thermostat, les robinets thermostatiques, c'est des outils vraiment très intéressants qui coûtent pas forcément très cher et qui permettent vraiment d'avoir le contrôle sur vos consommations. Donc finalement, le thermostat, ça s'apparente plutôt à un éco-geste, hein. Si on reprend les étapes négawatts, ça correspond plutôt à la première étape de sobriété. Mais c'est tellement lié au chauffage que je voulais plutôt en parler dans cette partie. Donc là, on a exploré un petit peu beaucoup de la partie chauffage. On n'a pas forcément parlé de la partie eau chaude sanitaire en particulier. Donc, je vais simplement terminer là-dessus parce que dans une réflexion de changement de système de chauffage, on peut se poser la question, à l'heure actuelle, mon système, il fait à la fois le chauffage et l'eau chaude, mais finalement, le nouveau système qu'on peut installer, on peut décider d'avoir un système indépendant pour l'eau chaude sanitaire. Et l'intérêt de ça, c'est que notamment, si un système tombe en panne, l'autre système, il continue toujours de fonctionner. Et aussi, l'autre intérêt, c'est que quand la saison de chauffe, elle est complètement terminée, vous allez couper votre système de chauffage et votre eau chaude sanitaire, elle va continuer de fonctionner. Ça peut avoir cet intérêt-là. Là, je présente deux solutions. Le chauffe-eau thermodynamique qui est représenté sur votre droite et le chauffe-eau solaire thermique qui est représenté sur votre gauche. Donc, si je commence avec le solaire thermique, globalement, le principe, c'est le même que le chauffage solaire, hein, finalement. C'est simplement que les capteurs thermiques, ils vont être dédiés uniquement à l'eau chaude. Donc, en fait, il y a un ballon d'un certain volume, après ça, c'est selon vos besoins, mais qui va être relié au capteur thermique et ça va contribuer donc à chauffer l'eau qui va derrière être envoyée dans le logement. Même chose, il faut toujours un appoint si jamais le système solaire thermique ne suffit pas. Vous avez un appoint, généralement, c'est un appoint électrique, mais bien sûr, l'appareil, en priorité, il va aller chercher les calories du solaire thermique. Mais il faut savoir que le solaire thermique, on peut se dire, dans notre secteur, il n'y a pas forcément un potentiel intéressant, on n'est pas dans le sud de la France, mais c'est vraiment pas qu'une question de chaleur, de quelle température il fait, c'est plutôt une question de quel rayonnement j'arrive à récupérer. Et donc, si vous avez une toiture qui est bien orientée, notamment en plein sud, qui est incliné, généralement, c'est plus autour des 35-40 degrés, et que vous n'avez pas un arbre ou un immeuble qui vous fait de l'ombre sur la toiture, vous avez un potentiel qui est quand même plutôt intéressant. Donc, faut pas s'imaginer que c'est pas faisable, hein. Au contraire, dans notre secteur, il y a des installations thermiques qui fonctionnent très bien. C'est simplement, est-ce que vous avez une toiture avec un potentiel intéressant? Donc, le chauffe-eau solaire thermique, une solution pour l'eau chaude. Donc, vous pouvez, par exemple, imaginer, tiens, pour le chauffage, je vais m'installer une chaudière à condensation. Par contre, elle fera uniquement le chauffage. Et pour l'eau chaude, je vais plutôt me tourner vers un système solaire thermique. Voilà, ça, c'est un exemple. Le chauffe-eau thermodynamique, qu'est-ce que c'est? Donc là, on change de secteur. On n'est plus sur du solaire thermique. On est vraiment sur... on retrouve le principe on retrouve en fait une pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'un chauffe-eau thermodynamique, ça inclut une petite pompe à chaleur à l'intérieur du ballon. En fait, c'est vraiment le même principe que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que la pompe à chaleur, elle va récupérer des calories. Alors, ça peut être dans l'air extérieur, ça peut être aussi directement dans la pièce où est placé le ballon. Par exemple, si le ballon il est placé dans une pièce non chauffée, hein, je précise, c'est important, par exemple dans un garage, dans un sous-sol, ça va prélever les calories directement dans l'air ambiant. Mais c'est important que ce soit une pièce non chauffée, hein, parce que évidemment, si vous placez une pompe à chaleur dans un espace chauffé, ça va avoir tendance à refroidir la pièce, ce qui est plutôt contradictoire avec le fait que vous essayez, vous, de la chauffer. Mais le chauffe-eau thermodynamique, l'intérêt qu'il a, c'est que une partie des calories vont être récupérées dans l'air extérieur. Donc, c'est là l'avantage. Tandis qu'un chauffe-eau complètement électrique, lui, il va vraiment consommer 100% d'électricité, hein, pour vous chauffer l'eau. Tandis que le chauffe-eau thermodynamique, lui, il va réussir à prélever une partie des calories de l'air extérieur. Donc voilà un petit peu, ça c'est deux solutions pour l'eau chaude sanitaire. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir un système indépendant. Donc ça, là j'ai fait un petit peu de tour sur la partie vraiment travaux de rénovation. Je vais simplement faire un petit aparté sur les possibilités de vous faire accompagner dans vos projets de rénovation énergétique. Donc ça va être l'objet de cette dernière partie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre association Énergie Solidaire, elle porte un espace conseil France Rénov'. Donc on voit le logo ici, on voit également le logo juste derrière moi.
France Rénov', c'est un service public de conseil pour les particuliers qui font de la rénovation énergétique. Donc, on a une équipe de conseillers que vous pouvez solliciter pour obtenir des informations sur les aspects techniques, les aspects aide financière, comment trouver des artisans, la relecture de devis également que l'on propose. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez nous appeler, en fait, vous pouvez nous avoir de deux manières différentes finalement. Soit vous nous appelez directement à l'improviste à ce numéro de téléphone. Et donc là, on échange par téléphone sur votre projet, sur vos différentes questions. Deuxième solution, c'est plutôt d'aller sur notre site internet, donc énergie-solidaire.org. Et là, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous sur une date que vous aurez sélectionnée. Et là, le rendez-vous, vous pouvez choisir de le faire par téléphone ou bien en présentiel. Mais au moins, ça vous réserve un créneau pour échanger avec un conseiller France Rénov'. L'intérêt, par exemple, de venir en présentiel, c'est que vous pourrez bénéficier d'une visite de la matériothèque pour illustrer aussi nos échanges. Je préfère vous prévenir, on est très sollicité par téléphone, c'est pas toujours évident de nous joindre, donc je m'en excuse par avance, mais n'hésitez pas à insister ou n'hésitez pas à directement réserver un créneau de rendez-vous lorsqu'ils sont ouverts. On est vraiment très, très sollicité, mais n'hésitez pas à insister. On a une équipe de conseillers qui est vraiment à l'écoute sur vos projets. Et comme je vous l'ai dit, nous, on représente un service public qui est gratuit, neutre, indépendant, c'est-à-dire que vraiment, on est là, on est un tiers de confiance. On est là pour vraiment vous aider finalement. On n'a rien à vous vendre, on est là pour que votre projet se passe au mieux. Donc, n'hésitez pas à vous appeler. Là, je vais présenter rapidement des dispositifs d'aide financière pour que vous ayez déjà quelques notions. Mais bien sûr, je vais faire une présentation succincte, c'est-à-dire que si vous avez besoin de plus d'infos, faudra nous appeler, il faudra refaire un point. Mais pour vous présenter des dispositifs d'aide, donc je vais vous présenter les deux principaux. Le premier s'intitule MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', ça représente les aides de l'État, les aides publiques. Là, on voit un petit extrait globalement de montant de prime. On voit que ça varie en fonction de deux informations. Le type de travaux, donc là par exemple isolation de murs, isolation de rampants, isolation des fenêtres, enfin installation de vitrage. Et on voit que ça varie aussi selon la catégorie de ressources. Donc il y a 4 catégories qui ont été créées. Donc là, voilà, on voit différents montants, mais l'idée, c'est que pour déterminer votre catégorie de ressources, vous aurez besoin de 2 informations. La première, c'est combien de personnes vous êtes dans le logement en tant que résidence principale, vous êtes combien à occuper le logement. Et la deuxième information, c'est quel est le revenu fiscal de référence de l'ensemble de ces personnes. Donc ça, c'est une information qui figure sur votre dernier avis d'imposition. Mais ça vous permettra d'avoir une idée du montant de prime. Et là, bien sûr, ce n'est qu'un extrait. Hein. On voit que ça concerne beaucoup l'isolation, mais MaPrimeRénov', ils ont aussi toute une partie sur les systèmes de chauffage. C'est vraiment pour vous montrer en surface un petit peu ce qui existe. Deuxième dispositif qui peut venir se cumuler avec MaPrimeRénov', c'est ce qu'on appelle les C2E. C2E, ça veut dire certificat d'économie d'énergie. Les C2E, c'est une aide privée cette fois. Ce sont les vendeurs d'énergie qui les distribuent. Vous avez peut-être entendu parler des primes EDF, des primes Engie, Carrefour, Auchan, Leclerc, Total. Vraiment, les vendeurs d'énergie, il y en a toute une liste. En fait, les C2E, ça repose sur le principe pollueur-payeur. Les vendeurs d'énergie donc sont les pollueurs, ils doivent compenser cette pollution qu'ils génèrent en permettant aux particuliers de faire des travaux de rénovation énergétique, donc en distribuant ces primes C2E aux particuliers. Donc vous, si vous faites des travaux de rénovation énergétique, vous pourrez aller solliciter un vendeur d'énergie pour lui demander une prime C2E. Et petite précision, vous n'avez pas besoin d'être client chez le vendeur d'énergie en question pour lui demander une prime C2E. C'est vraiment indépendant de tout contrat. L'idée avec les C2E, c'est plutôt d'aller chercher le vendeur d'énergie qui propose la prime la plus intéressante. Parce qu'en fait, autant MaPrimeRénov', les montants sont fixes, sont vraiment statiques, alors que les C2E, c'est un marché, c'est-à-dire que les primes, elles varient d'un énergéticien à l'autre, elles varient d'une période à l'autre également, donc c'est vraiment pas statique, mais ça vous donne un petit aperçu déjà de ces deux dispositifs que vous pouvez cumuler. Mais comme je vous l'ai dit, là, on est vraiment en surface, donc n'hésitez pas à faire un conseil avec nous. Je donne quelques généralités, mais rappelez-vous, ne signez pas de devis tant que vos demandes d'aide n'ont pas été validées. Ça, c'est vraiment très important. Les demandes d'aide, elles se font avant signature du devis. Ensuite, l'artisan doit être certifié RGE. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais je préfère le redire. Ça, c'est très important. L'artisan, il doit être certifié RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. C'est une certification obligatoire. Il ne faut pas hésiter à demander à l'artisan son certificat RGE. Quand il vous donne un devis, il peut vous le donner en même temps. Il n'a aucune raison de vous le cacher. Hein. Ce n'est pas confidentiel du tout. Ce serait même plutôt louche qu'il ne veuille pas vous le donner. Donc voilà quelques notions, mais comme je vous l'ai dit, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour avoir plus d'infos.
Donc là, je vais simplement terminer en vous présentant la suite du programme des semaines de l'éco-rénov, hein, dans lequel s'inscrit le webinaire de ce soir. Il y a plein d'autres événements qui arrivent, hein, jusqu'en décembre. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, il ne faudra pas hésiter à s'y inscrire. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, ce samedi 22 octobre, on aura 2 événements qui sont organisés. L'Escape Game à Saint-Germain-en-Laye. Donc, l'Escape Game, c'est vraiment, comme je vous en parlais, hein, dans les animations de l'association, c'est un jeu, hein, finalement. C'est un format très ludique, mais un jeu toujours sur le thème du climat, de l'énergie, mais ça peut être intéressant de venir. Donc, ce sera à Saint-Germain-en-Laye, au Jardin des Arts. Toujours ce samedi 22 octobre, il y aura également le Nomade Apart qui sera présent à l'Étang-la-Ville. Si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à venir. Il y aura donc 2 personnes d'énergie solidaire qui l'animeront. En fait, c'est un camion aménagé qui permet de sensibiliser sur les économies d'énergie et d'eau. Donc, ça peut être l'occasion de discuter avec des membres d'énergie solidaire et de visiter ce Nomade Apart. C'est un outil qui est très pédagogique et très intéressant. Donc, il sera présent à l'Étang-la-Ville. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des permanences avec des conseillers France Rénov', justement. Ça peut vous intéresser parce que, en fait, du 14 au 18 novembre, on sera présent sur plusieurs communes. Cette fois, c'est nous qui nous déplaçons. En fait, c'est une permanence délocalisée, en quelque sorte. Donc, le 14 novembre, on sera présent au Vésinet, le 15 novembre à Montesson, le 16 novembre au PEC, le 17 novembre à Chatou, le 18 novembre à Louvciennes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver des créneaux de rendez-vous. Donc, dépêchez-vous parce que ça peut aussi vite partir. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet pour réserver un créneau. En tout cas, c'est l'occasion d'échanger avec un conseiller France Rénov' sur votre projet de rénovation énergétique. Le 19 novembre, on aura une visite de site, en fait, une visite d'un chantier de rénovation. Ça peut vous intéresser. Ce sera donc le 19 novembre sur le temps de fin de matinée, midi. En fait, l'idée, c'est de visiter un logement où les travaux de rénovation ont déjà été faits. Ça vous fait un retour d'expérience et c'est très intéressant pour savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment vous auriez fait si vous deviez recommencer depuis le début. C'est vraiment un retour d'expérience d'un particulier qui accepte de faire visiter son logement et les travaux qu'il a effectués. Donc ça, c'est aussi intéressant. Les balades thermiques qui vont arriver en décembre. Alors, en décembre, pourquoi? Parce qu'on a besoin qu'il fasse froid à l'extérieur. C'est un petit peu le revers de la médaille, mais il faut qu'il y ait un écart de température important entre l'intérieur et l'extérieur du logement. En fait, la balade thermique, donc on en organisera plusieurs dans différentes communes que l'on peut voir juste ici. L'idée d'une balade thermique, c'est en fait, il y aura 2 animateurs qui seront avec une caméra thermique. Et en fait, on fait un petit parcours dans la commune. Et en fait, on va observer les logements à la caméra thermique pour repérer des déperditions de chaleur et illustrer concrètement finalement les différents travaux qui peuvent avoir lieu et les différents types de déperditions que l'on peut retrouver. Donc ça, c'est des animations très intéressantes qui se font aussi sur inscription. Donc on passe dans différentes communes au mois de décembre. Donc si vous en voyez une qui est à proximité de chez vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, dernière chose, le défi énergie, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas le représenter en entier, mais pour vous dire, c'est que les inscriptions sont ouvertes. Ça se passe entre le 1er décembre et le 30 avril. N'hésitez pas, c'est un événement vraiment, c'est un défi très convivial. Vous pouvez vous créer une équipe pour vous serrer les coudes, mais ce sera l'occasion de participer à des ateliers, d'avoir accès à des outils, notamment un petit peu de matériel pour observer les consommations d'énergie chez soi. C'est vraiment l'occasion d'en apprendre plus, mais le mot d'ordre, toujours convivialité, c'est vraiment pas l'idée, ce n'est pas de se faire violence. Donc le défi, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous y inscrire. Écoutez, ça met fin à ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc,